On a inventé plein de machines pour gagner du temps. Alors comment vous expliquez qu'alors qu'on a inventé tant de machines pour gagner du temps, il y ait tant de gens qui disent qu'ils manquent de temps, qu'ils en ont pas assez. Oh, j'ai pas le temps. La question que formule Gilles Vernet, ancien trader devenu instituteur devant ses élèves de CM2, est à la fois fondamentale et paradoxale. Au départ du paradoxe, il y a un constat que tout un chacun peut faire, que ce soit au niveau de son expérience personnelle ou bien en observant le comportement des passants dans une grande métropole. Les gens semblent toujours pressés. Peut-être même pouvons-nous avancer qu'ils semblent encore et toujours plus pressés à mesure que les années, les décennies passent. Or, s'il y a un paradoxe, c'est bien parce que ce comportement est curieux. Toute l'histoire de l'humanité et du progrès technique et technologique a permis de gagner du temps. Aujourd'hui, on se déplace plus vite qu'avant, on communique plus vite qu'avant, on a accès à l'information plus vite qu'avant, on produit et on consomme plus vite qu'avant. Alors, pourquoi et comment le gain de temps s'accompagne-t-il de la sensation de constamment manquer de temps? C'est ce que nous allons essayer de comprendre ici. Pour ce faire, il faut partir de l'idée que le paradoxe qui vient d'être soulevé est à observer principalement, si ce n'est exclusivement, dans nos sociétés occidentales modernes. Ces sociétés dont nous parlons se caractérisent notamment par leur organisation capitaliste, libérale ou néolibérale, et démocratique. Plus précisément, ces sociétés modernes sont assez largement fondées autour des principes d'individualisme et de rationalité, mais aussi autour d'une certaine croyance dans le progrès, qui s'entend le plus généralement comme le progrès technologique et technique d'une part, et le progrès social d'autre part. Si ce progrès est possible, c'est en grande partie grâce à la croissance économique que connaissent ces sociétés, c'est-à-dire le fait de produire chaque année plus de richesses, de biens et de services que l'année précédente. Toute l'organisation économique et sociale de ces sociétés capitalistes modernes est centrée autour de cette fameuse croissance économique. Sans croissance, il n'est plus possible de rembourser les crédits, de payer des pensions et il devient quasiment impossible d'empêcher la montée du chômage. Bref, le système économique devient absurde puisqu'il s'écroule sous une montagne de dettes non remboursées. Au-delà d'être le pilier du système économique capitaliste, la croissance est devenue un idéal politique et social, ce qui oriente et influence nos actions et nos décisions individuelles et politiques. The debt engine is a very strong motor of the acceleration game. I mean, every money that is put into the economy, right, is given out by the banks with an expectation of credit, right? So as soon as money enters the world, it's already banking on the future in the sense of growth. Justement, la réponse à notre question initiale est liée à l'impératif de croissance qui traverse nos sociétés occidentales modernes. Revenons-y à la question initiale. Pourquoi, alors que le progrès technologique et technique nous a permis de gagner un temps conséquent, sommes-nous toujours pressés? Dans cette réflexion sur notre rapport au temps, il y a une première réponse qui s'appelle l'horloge. Parce que pour avoir constamment l'impression d'être pris dans une course contre la montre, encore faut-il avoir une montre. Prenons par exemple le Moyen-Âge. Il n'y avait pas de division précise du temps en minutes et en secondes, la journée médiévale était simplement rythmée par les heures canoniales, qui divisent respectivement le jour et la nuit en 4 périodes identiques. Les habitants des villes et villages sont avertis du passage de ces heures canoniales par la sonnerie des clochers, qui en même temps qu'ils appellent à la prière, rythment la journée. Pour ce qui est des paysans qui ne vivent pas à proximité d'un clocher, ils se réfèrent le plus souvent directement au ciel et à la position du soleil, ce qui suffit à organiser leur journée. Les conséquences de la mesure du temps telle qu'elle est effectuée au Moyen-Âge sont multiples. D'abord, pas de journée objective et universelle. Puisque la journée, et donc la journée de travail, est définie par le lever et le coucher du soleil, la durée d'une journée est relative à la saison, à l'organisation sociale et au lieu auquel on se trouve. L'autre conséquence, c'est qu'il n'y a pas de rapport individuel et constant au temps comme c'est le cas aujourd'hui, et plus précisément depuis l'industrialisation et la diffusion de l'horloge qui devient un accessoire individuel principalement à partir du 19e siècle. Allumez votre smartphone. Qu'est-ce qui apparaît en premier, qui saute aux yeux? L'affichage de l'heure. L'horloge, puis la montre, puis le téléphone portable ont fait de l'heure une donnée qui nous accompagne de façon constante tout au long de la journée et qui rythme donc nécessairement celle-ci. Désormais, la mesure du temps est universelle et objective et elle est surtout extrêmement précise puisque divisée en minutes et en secondes. Conséquence, notre rapport au temps est devenu à la fois objectif et individuel en tant qu'il a accompagné l'individualisation des sociétés occidentales modernes. Invention of the clock, we became capable of separating time from space, right? You could say it's 8 o'clock no matter of where you are, right? And with that actually began a process and we got started on a very dangerous line where time become completely separated from space, from activities. It became an entity of its own, and then it even became the dominator, I would almost say, nowadays, right? Even when you travel, you know, when people travel nowadays, they do not struggle with space, they struggle with time. They have to get the connections to make it in time.
Tout ceci permet d'expliquer comment et pourquoi le temps est devenu une valeur et un principe prépondérant dans nos vies, alors qu'il ne l'était pas nécessairement à d'autres périodes dans l'histoire et dans d'autres sociétés. C'est aussi ce qui explique que notre rapport au temps se soit complexifié et qu'il soit devenu aujourd'hui objet de philosophie, de sciences humaines et sociales, de psychologie et même de psychiatrie. Nous y reviendrons par la suite. Cependant, tout ce que nous venons d'expliquer ne suffit pas à comprendre comment le rapport au temps, s'il est devenu objectif, universel et en même temps individuel, est également paradoxal et même problématique au point de devenir parfois pathologique. Pour le comprendre, il va falloir lier les deux aspects que nous avons évoqués jusqu'ici et qui sont caractéristiques des sociétés occidentales modernes. D'une part, l'impératif de croissance, d'autre part, le rapport objectif et surtout constant au temps. And I do not think actually that technology is the culprit of acceleration, right? Technology allows us to speed up our life, but it does not force us to then fill it up with other things. So the central motor, in particularly in the other two realms, speeding up a social change and pressing people to act faster and live faster, that actually comes from the economic sphere, and technology just helps to satisfy the economic needs. Pour commencer, prenons un exemple que nous emprunterons au sociologue et philosophe allemand Hartmut Rosa, qui a dans plusieurs ouvrages et articles travaillé sur ce qu'il appelle l'accélération, le nouveau rapport paradoxal qu'entretient l'individu occidental moderne avec le temps. Revenons-en à un exemple concret. L'invention de l'email permet de communiquer par écrit beaucoup plus rapidement que l'écriture et l'envoi d'une lettre. Mettons que rédiger un mail prend 2 fois moins de temps qu'une lettre. Dans ce cas, écrire 10 lettres prendra 2 heures, là où écrire 10 mails prendra seulement 1 heure. Le gain de temps est non négligeable. Mais où va ce temps gagné ? Au lieu de gagner 1 heure de temps libre, l'agent économique va le plus souvent passer 2 heures à travailler et donc écrire 20 mails. Ainsi, la technologie permet d'aller plus vite, mais cela ne se traduit pas par un gain de temps, puisque c'est compensé par l'impératif de croissance qui commande de produire plus dès qu'il est permis de le faire. Arrêter d'innover, de produire plus ou au moins de maintenir la production quand on a la possibilité de le faire, c'est mettre en péril la stabilité des structures économiques, sociales et politiques fondées autour de la nécessité d'une croissance économique constante. Alors il s'agit pour chaque individu, en tant qu'il est agent économique, de rationaliser son emploi du temps autant qu'il est possible de le faire, d'être le plus efficace possible afin de produire plus vite et mieux. Tout ceci a un nom, la performance. Dans une société moderne, le rapport au temps est régi par la nécessité d'être performant, en témoigne l'expression couramment utilisée qui dit que le temps, c'est de l'argent. Si le travailleur n'est pas assez performant, il sera remplacé par un autre travailleur plus performant, de la même manière qu'une machine plus rapide est préférée à une machine qui l'est moins. Alors, le temps est devenu corrélé à la concurrence accrue sur le marché du travail et plus généralement dans la société en général. Il est devenu une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de la tête qui ne se limite pas qu'au monde professionnel. Hartmut Rosa donne le nom d'accélération sociale au phénomène que nous essayons de décrire et distingue plusieurs domaines dans lesquels cette accélération se fait sentir. Il y a d'abord la forme la plus évidente qui est l'accélération technique et technologique, qui s'est notamment développée de façon spectaculaire depuis la révolution industrielle, forme d'accélération sur laquelle il n'est pas besoin de revenir. Ensuite, il y a ce que Rosa appelle l'accélération du changement social, à savoir le fait que les références du quotidien, les relations sociales, les savoirs et savoir-faire se transforment de plus en plus rapidement. On déménage plus souvent et donc on reste moins longtemps quelque part, on change plus souvent d'emploi et donc de collègues, d'habits et de partenaires aussi. Le quotidien est rythmé par des modes qui changent à une vitesse toujours croissante et en conséquence l'individu doit constamment s'adapter et se renouveler pour rester au courant de la société dans laquelle il vit. De ces 2 premières formes d'accélération sociale résulte une 3e forme, qualifiée par Rosa d'accélération de la vitesse de la vie. C'est ce dont nous avons parlé précédemment, à savoir la volonté d'augmenter toujours le nombre d'actions, d'événements vécus par unité de temps, de faire toujours plus de choses en moins de temps, tout cela en étant motivé par le sentiment diffus que l'on manque constamment de temps, qu'il y a toujours plus de choses à faire, sentiment qui est notamment lié, comme nous l'avons vu, à l'idée de croissance. A priori, l'accélération en tant que telle n'est pas un problème et elle ne suffit pas à expliquer notre rapport problématique au temps. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'accélération sociale telle que décrite par Hartmut Rosa se heurte à des limites qui questionnent sa pertinence et son caractère néfaste. La première limite est naturelle. S'il y a bien une accélération sociale, il n'y a pas d'accélération naturelle et la volonté d'accélérer se trouve face à des limites quand il s'agit par exemple de la reproduction des ressources naturelles, des capacités de l'écosystème à métaboliser les déchets rejetés par l'homme ou encore des limites naturelles propres à l'homme dont le cerveau et le corps ne sont pas toujours adaptés aux sollicitations et perceptions toujours plus nombreuses et rapides. La deuxième limite, qui n'en est pas vraiment une au sens propre, c'est ce que Hartmut Rosa appelle l'immobilité frénétique, à savoir l'idée que malgré la fréquence toujours plus rapide des changements et des événements, rien ne subsiste et il devient très difficile de reconnaître des évolutions derrière les changements.
Or, ne plus voir d'évolution derrière le changement, c'est ne plus pouvoir distinguer de but à ses actions et ne plus avoir de perspective temporelle constructive, c'est considérer son existence comme une errance sans objectif ni sens. Le premier point sur les limites naturelles est évidemment important et conditionne une réflexion sur les limites de la croissance et de l'accélération, mais c'est sur le second point que nous allons nous arrêter ici, car il est celui qui concerne précisément notre expérience du temps, notre rapport à ce dernier, et qui peut permettre d'expliquer son caractère paradoxal et néfaste dans une certaine mesure. Revenons encore une fois à la question initiale. Pourquoi sommes-nous tout le temps pressés ? Dans le verbe « être pressé », il y a l'idée d'une pression. Si nous accélérons, si nous essayons de rationaliser au maximum notre emploi du temps, ce n'est pas simplement pour aller plus vite, c'est pour répondre à une certaine pression extérieure. Cette pression, nous l'avons vu, c'est la nécessité constante de la performance dans le domaine professionnel et dans beaucoup d'autres domaines de la vie sociale. Mais c'est à ce moment qu'il faut faire une distinction importante. Là où nous accélérons afin de performer pour atteindre un objectif dans lequel nous croyons, la pression est positive et se transforme en motivation. Pourtant, vous aurez compris que la pression dont nous parlons n'est pas une pression positive. Elle génère non pas la motivation, mais bien plutôt le stress, défini en biologie comme l'ensemble des réactions d'un organisme soumis à des pressions ou des contraintes de l'environnement. Si nous ressentons la pression du temps de façon négative et parfois même pathologique, c'est donc bien parce que nous ne croyons pas à l'objectif que nous poursuivons, nous n'arrivons pas à lui trouver du sens. Technological innovation really drives social change. It has effects on the way we do things and what we know about the world and how we have to orient ourselves in the world. So the technology sets the world in motion, and this gives people the feeling that they stand on what I call slippery slopes, right, or downward slides, or even downward escalators. So they have to run faster and faster each year just to stay in place, right, to keep track with all the changes. Encore une fois, ce manque de sens est lié à l'impératif de croissance. Depuis quelques années, la plupart des sociétés occidentales modernes des pays les plus anciennement développés connaissent des taux de croissance de plus en plus faibles et ne parviennent pas à réenclencher une dynamique de forte croissance économique, de même que les sociétés ont de plus en plus de difficultés à lutter contre la pauvreté et à réduire les inégalités sociales et économiques. En somme, comme l'écrit Hartmut Rosa, alors que l'époque moderne fut animée jusqu'à une grande partie du XXe siècle par la promesse d'une plus grande liberté et d'une qualité de vie plus élevée qui aspirait l'ensemble de la société vers l'avant, aujourd'hui l'humanité ne semble s'attendre ni individuellement ni collectivement à une amélioration de sa vie. Peut-être, pour la première fois depuis l'avènement de l'ère moderne, la génération des parents du monde occidental ne travaille plus dans l'espoir d'un avenir meilleur pour leurs enfants, mais seulement pour qu'ils ne vivent pas beaucoup plus mal. Toute l'absurdité de la nécessité toujours croissante d'accélération est résumée par les mots du philosophe allemand. Nous l'avons dit, l'expérience de notre rapport individuel au temps est souvent vécue comme une course contre la montre, une course à la performance, sauf qu'aujourd'hui, on ne court pas pour atteindre un but qui a du sens, mais bien plutôt pour s'efforcer de maintenir un statu quo qui lui-même n'est pas satisfaisant. Dans des sociétés néolibérales qui s'efforcent de mettre à bas tous les mécanismes de solidarité collective, les individus sont précarisés et la concurrence toujours accrue. La performance n'est plus ce qui permet d'avancer vers un objectif sensé, elle est ce qui est nécessaire pour se maintenir au niveau, pour s'adapter et pour ne pas prendre trop de retard dans la course. Or, l'expérience au temps et à la performance telle que nous venons de la décrire est particulièrement néfaste et dangereuse. Il y a bien sûr le stress, dont nous avons parlé, générateur d'anxiété et d'autres troubles physiologiques et psychosomatiques, mais il y a également bien d'autres conséquences pathologiques possibles, dont certaines sont bien plus graves. Dans un article intitulé « Accélération et dépression, réflexion sur le rapport au temps de notre époque », Hartmut Rosa se penche sur les pathologies provoquées par la perturbation de la relation moderne au temps, telle que nous l'avons décrite dans cette vidéo. Il y a d'abord la procrastination, reconnue dans certains cas comme une véritable pathologie, et qui témoigne en quelque sorte d'une incapacité chronique à rester dans la course que nous avons décrite, en remettant au lendemain des décisions ou des actions. Les cas de procrastination s'accroissent de façon marquante ces dernières années, et il s'agit bel et bien d'une tendance qui illustre une perturbation de notre rapport au temps et à la performance. Hartmut Rosa fait également le lien entre la perturbation de notre expérience au temps et une autre pathologie psychique aussi préoccupante que répandue, la dépression, qu'il va jusqu'à qualifier de pathologie temporelle classique de notre époque. Dans nos sociétés modernes, la dépression est une maladie particulièrement courante, et en 2017, une étude du baromètre santé en France a montré qu'une personne sur 10 âgée de 18 à 75 ans a connu un épisode dépressif au cours des 12 mois précédant le sondage. La dépression touche donc beaucoup d'individus, de plus en plus de gens sont concernés, et Rosa tente d'établir un pont entre l'état dépressif, dont on sait qu'il a des causes biologiques, psychologiques, mais aussi sociales et environnementales, et le rapport au temps vécu comme une course contre la montre sans but, ce que Rosa a appelé, comme nous l'avons dit, l'immobilité frénétique. So this really does create the feeling it's really overwhelming, and I think we underestimate this socially and politically.
how bad it has already become, because we know from a lot of research that has been made that most people now say they are at the absolute limits of what they can bear, right? If it gets a little worse, they feel they would break down, and of course we actually have very high rates of breakdown in the form of burnout and depression and other things. So I do think there is a real crisis there. Si Rosa peut se permettre de tisser un lien entre la dépression et l'immobilité frénétique, comprise comme le sentiment de devoir toujours accélérer sans espoir que rien n'évolue ni ne change structurellement ou essentiellement, c'est d'abord parce qu'il a été établi que la dépression est souvent la conséquence d'une suite d'événements stressants, donc de l'accumulation d'une pression temporelle toujours plus forte. Elle peut également résulter en partie du sentiment d'insécurité lié au changement social incessant, à la nécessité de toujours s'adapter que nous avons eu l'occasion de décrire précédemment et qui demande une quantité d'énergie conséquente. Mais comme nous l'avons vu, si la pression de l'accélération sociale peut être néfaste et se transformer en pathologie, c'est bien parce qu'elle n'est pas ou plus associée à un objectif visible, compréhensible, sensé. En ce sens, la dépression témoigne de ce sentiment en tant qu'elle est une réaction psychique qui se caractérise souvent par l'expérience d'un temps immobile, d'une absence de perspective d'avenir et de motivation à agir. D'une certaine manière, le dépressif tombe hors de la course contre la montre à laquelle s'adonne toute la société, il n'en voit plus le sens et ne parvient plus à trouver du sens au fait d'aller de l'avant. Cela peut même devenir encore plus problématique dès lors que l'individu dépressif ne voit plus d'intérêt à aller vers le futur et qu'il est englué dans le présent ou même dans le passé. Pourquoi aller de l'avant, envisager des perspectives d'avenir si tout est condamné à ne durer qu'un temps de plus en plus court, si aucune action ne saurait avoir un impact véritable, structurel sur une société qui accélère la tête dans le guidon? La dépression rejoint alors le sentiment d'immobilité frénétique, l'idée que puisque rien n'est stable, il ne sert à rien de continuer à agir, que puisque je ne peux qu'au mieux espérer de maintenir tant bien que mal ma situation, à quoi bon être toujours plus performant, devoir courir toujours plus vite? Hartmut Rosa écrit que ce qui apparaît comme caractéristique de l'identité postmoderne, même au-delà des pathologies typiques de notre époque, c'est la perte de perception d'un mouvement orienté du soi ou de la vie à travers le temps. Cette perte est en lien étroit avec le fait qu'en tant qu'individu, tout comme en tant que société, nous ne voyons plus guère de réels progrès dans ce que nous faisons, mais seulement des adaptations nécessaires à des contraintes matérielles inévitables. L'accélération sans le sens, la croissance sans les perspectives d'avenir, la performance sans l'espoir d'amélioration, voilà toutes les raisons qui font de notre rapport au temps une expérience problématique, paradoxale et même potentiellement pathologique. Dans des sociétés modernes ou postmodernes qui ont indexé la survie de leur système économique, politique et social sur cette accélération, comment peut-on imaginer une forme de ralentissement? La question se pose, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo, peut-être d'une prochaine, qui sait. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à continuer la réflexion à l'aide des sources citées dans la description de la vidéo, et n'hésitez pas à venir débattre et apporter votre avis ou votre impression dans l'espace commentaire. À bientôt sur YouTube ou ailleurs, salut!